Aujourd'hui, ici, ensemble, on va aborder deux théorèmes de la mécanique du point, théorème de la puissance cinétique et théorème de l'énergie cinétique. Alors, théorème de l'énergie cinétique, vous l'avez ici abordé au lycée. Rappelez-vous, ce théorème de l'énergie cinétique vous dit que la variation d'énergie cinétique d'un point matériel est égale à la somme des travaux des forces extérieures. Alors ça, on va le retrouver ensemble. Et surtout, on va avoir deux théorèmes ce matin qui sont vraiment très proches l'un de l'autre. Théorème de la puissance cinétique et théorème de l'énergie cinétique, mais avec chacun une application, une utilité bien spécifique. Et à chacun de ces théorèmes, on va faire une application. D'accord, une application, on va faire deux exos dans le cours, deux applications directes qui vont permettre de montrer l'intérêt, l'utilité de chacun de ces deux théorèmes. Puisque ce chapitre, vous voyez, autant que le précédent, c'est la géométrie du point. Donc la seule loi qu'on avait utilisée, c'était quoi? C'est la deuxième loi de Newton. Somme des forces égale ma. Il suffit de faire un bon bilan des forces, de s'en projeter le PFD et d'aboutir à des équations différentielles. Là, cette fois-ci, il y a des théorèmes. Oui, il y aura plusieurs théorèmes. Il faudra les connaître, mais surtout à savoir à quoi ils servent. À quoi sert cet théorème? Dans quel cas va-t-on l'utiliser? Ça, il faudra bien le comprendre et bien le mettre en évidence ce matin ensemble. D'accord? On y va? Donc, c'est le grand 2 de ce chapitre. Théorème de l'énergie cinétique. Donc, grand 2, théorème de l'énergie cinétique. Voilà. Théorème de l'énergie cinétique. Voilà, ici. Et dans un premier temps, on va aborder un premier théorème. C'est le théorème de la puissance cinétique. Donc, premier temps, on va ici énoncer, d'abord démontrer, d'accord? Énoncer et utiliser le théorème de la puissance cinétique. D'accord? De la puissance cinétique. Voilà. Puissance cinétique. Vous voyez ce qui diffère entre ces deux théorèmes. L'un est relatif à l'énergie du point matériel, l'énergie cinétique exprimée en joules, alors que l'autre est relatif à la puissance cinétique, une puissance d'une force exprimée en watts, rappelez-vous. D'accord? Donc on y va, on va démontrer, on peut vous demander en colle de démontrer ce théorème ici de la puissance cinétique. Voilà, c'est pas très compliqué, d'accord? Alors, on y va. Alors, c'est assez rapide, c'est assez simple. Comment faire apparaître finalement une grandeur homogène à une puissance à partir de la deuxième loi de Newton? Ouais, on va partir de la deuxième loi de Newton, on va partir des résultats de la dynamique, somme des forces égale ma. On a vu ensemble mardi qu'une puissance est homogène au produit d'une force par une vitesse. C'est-à-dire que, voilà, si cette deuxième loi de Newton fait apparaître une force, il suffit, entre guillemets, de multiplier scalairement la deuxième loi de Newton par la vitesse pour obtenir des termes homogènes de puissance. Donc ça, on va le noter, on va multiplier. Donc on multiplie, voilà, scalairement. On multiplie scalairement, voilà. La deuxième loi de Newton, donc le principe fondamental de la dynamique, à savoir somme des forces extérieures égale masse fois l'accélération du point M dans R. Donc on multiplie scalairement. Vous voyez, c'est pas ici une simplification, c'est une multiplication scalaire. Donc multiplication scalaire entre deux vecteurs. Donc on multiplie scalairement la deuxième loi de Newton par le vecteur vitesse instantanée. Donc on multiplie par le vecteur vitesse instantanée V de M dans R. Voilà. Vecteur vitesse instantanée V de M dans R. Voilà. Alors, bon, on y va, on va reprendre cette équation vectorielle, masse fois accélération égale somme des forces, pour laquelle je multiplie les deux membres de l'équation vectorielle par le vecteur vitesse instantanée. Donc on laisse un peu de place, on va écrire masse fois l'accélération du point M dans R. Je multiplie scalairement. Alors rappelez-vous, le produit scalaire, on fait apparaître un point entre deux vecteurs. Là, je symbolise le point en jaune, d'accord, le point en jaune. Donc scalaire V, donc je multiplie par la vitesse V à gauche. Voilà. Égale, je vais mettre la somme des forces extérieures à droite. Donc somme des forces extérieures ici à droite. Bon, allez, je ne mets pas de parenthèse, pour celui que je mets de parenthèse avec un terme. Scalaire, la vitesse instantanée, V de M dans R. Voilà. Donc voilà, opération 9, je multiplie scalairement les deux nombres de l'équation par le vecteur vitesse instantanée à gauche et à droite. Vous voyez le point ici fait bien référence à un produit scalaire entre deux vecteurs ici. Bon, alors ce qu'on va faire, c'est dans l'angle de gauche, c'est
exprimé l'accélération. L'accélération, c'est la dérivée temporelle du vecteur vitesse instantanée. Donc on aura m dv sur dt. Donc m dv sur dt. Donc on dérive la vitesse par rapport au temps. Scalaire, ici, la vitesse. Donc scalaire v de m dans r. Voilà, comme ceci, il y a un point. Égale somme. Alors ça, c'est la première définition qu'on a vue ensemble ici, donc lundi matin, f scalaire v. F scalaire v vous fournit finalement la puissance ici de la force F. Donc f x scalaire v va donner la puissance de la force fx. Donc là, ce que j'entoure ici en vert, le produit scalaire entre les vecteurs force et vitesse, f scalaire v, vous donne finalement la puissance de la force correspondante. Ça sera la puissance de la force considérée ici. La force, ça sera la résultante des forces. D'accord? Donc là, force extérieure ici, donc P de F extérieur, puis la sigma, on aura la résultante des puissances ici de toutes les forces s'exerçant sur le point M. Donc là, je remplace simplement par définition le produit F scalaire V par la puissance de la force correspondante. Ok? Maintenant, ce que je vais faire également, vous voyez, c'est m dv sur dt fois v. C'est-à-dire qu'il apparaît mv dv sur dt, donc le vecteur fois la dérivée temporelle de ce vecteur. Et ça, on va le mettre sous la forme d'une dérivée. Parce que tout ça, vous voyez, le membre de gauche, on l'a déjà fait ensemble. Bah, ça, c'est la dérivée temporelle de quoi? Quand j'ai v fois dv sur dt, je dérive par rapport au temps 1 demi de mv carré. Donc là, j'aurai 1 demi de mv carré, voilà, qui apparaît ici. Là, je dérive ça par rapport au temps. Alors pour s'en convaincre, hein, c'est la première fois qu'on le rencontre, ça c'est u puissance n u prime n-1. N u prime n-1 quand vous dérivez par rapport au temps, dérivée de fonction composée. Ok? On sort le 2, un ça fait v, exposant 2 moins 1 ça fait v, u prime ça fait dv sur dt. Donc on retrouve 2 fois 1 demi fois m v dv sur dt. On retrouve le membre de gauche. Donc ça c'est égal à la somme des puissances de force extérieure. D'accord? Alors je peux mettre par rapport à R, pardon, oui. Parce que la puissance, tout comme le vecteur vitesse rajouté, dépend du référentiel R d'étude. Donc là, en fait, vous reconnaissez, voilà, vous reconnaissez ici, à gauche, dans le crochet, l'énergie cinétique du point M. 1 demi de 1v carré, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique du point matériel M. Donc on retrouve ici la dérivée, voilà, de l'énergie cinétique dans le référentiel R, égale ici à la somme des puissances des forces extérieures, et ce, relativement au référentiel R. D'accord? Donc j'explicite ici le crochet, hein, c'est l'énergie cinétique du point matériel M. À droite, la somme des puissances des forces extérieures, ici, par rapport à ce même référentiel. Bon, ça c'est la démonstration. L'énoncé, on va l'énoncer un peu plus clairement, petit b. Énoncé. Voilà, ce qu'il faut retenir. Ce qu'il faut retenir, c'est que là, voici le théorème de la puissance cinétique. Pourquoi? Parce que vous avez bien des termes homogènes de puissance. À droite, on a une somme algébrique de puissance. À gauche, on a la dérivée temporelle des énergies cinétiques, de l'énergie cinétique. Donc on a bien des joules par seconde. À gauche, homogène de puissance. Et à droite, on a des puissances. C'est bon. Donc l'énoncé, tel qu'il est, tel qu'il faut le connaître, je vais recopier ça, mais je vais l'encadrer et le commenter. Donc c'est la dérivée temporelle de l'énergie cinétique. Dans R. D'accord? Donc ça, ce sont les variations temporelles. D'accord? Donc c'est la dérivée temporelle de l'énergie cinétique du point M dans R. Donc ça c'est la dérivée temporelle. Alors là je ne suis pas sûr que vous voyez ce que j'ai pas réussi à effacer. Il y a pas mal de blanc, je ne sais pas ce qui s'est passé ici. Mais à distance vous me le dites, hein, si vous ne voyez pas assez. D'accord, donc c'est la dérivée temporelle de l'énergie cinétique du point M. D'accord, de l'énergie cinétique. Ah, je ne suis pas sûr que ça passe. Bon, vous me le dites, hein. Je reformulerai ici pour vous. Donc je répète, ce que j'ai mis ici à gauche, attention, ce n'est pas l'énergie cinétique, c'est sa dérivée temporelle. La dérivée temporelle de l'énergie cinétique dans le référentiel R, hein, d'accord, l'énergie cinétique du point matériel M, 1 demi de mv carré. Quand je dérive par rapport au temps, ça me donne la somme, d'accord, des puissances de toutes les forces extérieures s'appliquent sur le point M. Donc là on aura la somme algébrique, somme de toutes les puissances, ici, enfin des puissances de toutes les forces, des puissances, voilà, ce sera plus correct que vous. Donc somme, oui. Ouais, je m'en doutais, il faudra plus que j'écris ça parce que pourtant j'ai bien effacé. Là dans la partie, ce que j'ai écrit, c'est la dérivée
temporelle de l'énergie cinétique du point M. Ouais, je sais pas ce qu'il veut. Pas que je nettoie, en fait, on vient de jouer ce midi, le tableau sera nickel, tout à fait. D'accord. Donc, dérivée temporelle de l'énergie cinétique du point M, à gauche. À droite, là, vous voyez ce que j'écris là ou pas? Ça va? Ouais, ça va. Donc, somme des puissances de toutes les forces. Ouais. Ici. D'accord. Donc, c'est la somme des puissances de toutes les forces qui s'appliquent sur M. D'accord. Donc, en fait, voilà. On va faire un exemple, vous allez voir. S'il y a par exemple 3 forces qui s'appliquent sur le point M, d'accord, 3 forces qui travaillent, donc des puissances connues, on va prendre en compte faire la somme des puissances de toutes les forces qui s'appliquent sur le point M. D'accord, qui s'appliquent sur le point M. Donc somme des puissances de toutes les forces qui s'appliquent ici sur le point M. D'accord. Bien. Bien. Alors, on va le mettre en application, on va voir à quoi il sert, à quoi sert ici finalement ce théorème de la puissance cinétique. On dirait ici la puissance cinétique. Je vais reprendre un ancien format, enfin les interros l'année dernière, l'interro, donc c'était Bruce, à l'époque c'est interro numéro 21, 21e interro, où là je vous demandais de retrouver grâce au théorème de la puissance cinétique l'équation du mouvement d'un pendule simple soumis à des frottements fluides. D'accord. Donc là avec un schéma, bilan des forces et surtout application de cette relation. Comment l'utiliser et à quoi ça sert? À quoi ça va servir? C'est dans la question. Ce théorème de la puissance cinétique va vous permettre d'établir des équations différentielles du mouvement. D'accord. Donc ça c'est très important. On y va. Donc c'est application type interro, ou vous en trouverez en colle d'ailleurs, c'est ce que je mettrai en colle également. Application. Déterminer ici l'équation différentielle du mouvement. Donc l'équation du mouvement. L'équation du mouvement d'une pendule simple soumis à des frottements fluides. Du pendule simple soumis à des frottements fluides. Alors ici on va prendre le modèle linéaire, prendre le modèle de Stokes, d'accord, dans le cas des vitesses faibles, F égale moins alpha V avec alpha positif. D'accord. Donc coefficient de frottement fluide, d'accord. Donc là, modèle de Stokes, donc ça, rappelez-vous, c'est au programme de colle cette semaine. Tout ce que vous allez connaître, c'est moins alpha V. Alpha égale 6 pi eta électron de sueur, on va vous le donner. F égale moins alpha V, force de frottement fluide, modèle de Stokes, modèle linéaire, force de frottement qui s'oppose ici au mouvement. Donc modèle de Stokes, voilà. En F égale moins alpha V, ça je le précise dans l'énoncé. Pareil, on précise alpha, c'est un flot de frottement fluide, il doit être positif. C'est tout ce que vous avez à savoir. D'accord. Voilà. Bon, ici. Alors, c'est bien parce que ça permet de retravailler ce pendule simple. Ici, que vous, d'accord, vous avez travaillé en distance. D'accord, le pendule simple, le schéma, projection du poids, les forces et la base polaire. D'accord. Donc, on y va ensemble. Alors, toujours commencer par un schéma. Vous êtes obligé de faire un schéma ici. Si vous n'avez pas le schéma, vous ne saurez pas projeter les vecteurs poids, tension du fil, force de frottement fluide. D'accord, ça c'est important. On y va. Donc le schéma du pendule simple, ici, on va faire un point d'attache haut, ici, comme ceci. Voilà. La verticale descendante, donc on prend une verticale descendante, qui est matérialisée par le vecteur G, champ de pesanteur terrestre, posé constant. Alors, le pendule simple, alors ça ce sont les colles de la semaine prochaine. D'accord, ce sont les colles la semaine prochaine pour vous. Pendule simple, sans frottement, avec frottement, résolution numérique sous Python également. Ça c'est moi qui vous embêtez avec ça, uniquement moi je pense, rassurez-vous. Enfin, rassurez-vous, pas. Donc pendule simple, qu'est-ce qu'un pendule simple? C'est une masse ponctuelle attachée à l'extrémité inférieure d'un fil inextensible de longueur L. Donc c'est quoi? C'est un fil de longueur L. Vous allez prendre ce fil ici de longueur L. Voilà. Donc un fil de longueur constante, ça c'est très important. Fil de longueur constante, donc en repérage polaire, le rayon polaire R égale à L égale constant. Ça, il faut l'avoir en tête. Un fil extensible de longueur L constant. Une masse supposée ponctuelle, donc je la fais suffisamment grande pour pouvoir représenter les forces en présence, d'accord, la base polaire. Et forcément, la trajectoire, vous savez, c'est un arc de cercle de centre haut de rayon L. Donc un repérage polaire s'impose, des coordonnées polaires, d'accord, avec l'angle polaire θ qui repère la position angulaire instantanée du point M. Donc là, j'aurai l'angle polaire θ, ici, comme ceci. Voilà. Bien. La base polaire, on va la représenter
ensemble. Bon, on va faire ici. Donc ER dans le sens rayon croissant, ici ER, et Eθ perpendiculaire à ER dans le sens des θ croissants. Comme ceci. Ouais. Ensuite, je vais placer ici donc, le point M, voilà, le centre de la masse, petit m. Ensuite, on va placer nos forces, enfin nos forces, déjà définir le système, pardon. Donc le système, c'est la masse attachée à l'extrémité inférieure du fil. D'accord, ça c'est la masse. Donc le système visuel, c'est la masse supposée ponctuelle. Le référentiel d'étude, référentiel terrestre, supposé égal I1. Donc référentiel terrestre, supposé égal I1. Ici, une base polaire s'impose. Attention, pas de repérage cartésien. Donc un repérage, je vais marquer repérage, je marque toujours repérage, donc repérage. Un repérage, ici polaire, s'impose. Un repérage polaire s'impose. C'est-à-dire que le point M à tout instant est repéré par L qui est constant et surtout en angle θ. Donc voici les coordonnées polaires du point M, L, θ, L constant, et vous voyez, je note bien la différence. Θ dépend du temps ici, position angulaire. L est constant, le rayon, ici, la longueur de rayon. D'accord. Bon. Système référentiel, terrestre régulier, repérage polaire, s'impose ici. Bien. Bilan des forces. Un bilan des forces. On aura besoin. Alors pourquoi on aura besoin? Parce qu'on aura besoin pour expliciter le membre de droite. Somme des puissances de toutes les forces qui s'appliquent sur le point M. Donc il faut déjà connaître les forces qui s'appliquent sur M avant d'appliquer ici le calcul des puissances. Donc bilan des forces. Bilan des forces, on y va. Alors, la première, la plus simple, la tension T du fil. La tension T du fil, d'accord. Ici, c'est une force ici de contact, de liaison qui lie le point M, d'accord, au fil. Donc là, je vais représenter ici du point de contact entre la masse et le fil, comme ceci, dirigé vers le point O. Donc en vert, je notais T. Alors ouais, faites attention, T. T, c'est également la même lettre pour une autre force en physique, la réaction tangentielle du support. Là, il n'y a pas lieu d'en parler. Hein. Il n'y a pas de réaction tangentielle du support, c'est la tension T du fil. Pour ça, le nom des forces, je dois toujours écrire le nom des forces. Vous voyez, j'écris toujours force de rappel, le poids, tension du fil, réaction normale, réaction tangentielle. Parce que là, T ici, pour nous, c'est la tension T du fil. Donc, on va noter en toutes lettres. C'est important, même si vous le savez, c'est important de le noter quand même. La tension ici du fil. Alors, on connaît uniquement son sens et sa direction, on ne connaît pas a priori sa norme. On appelle seul le PFD. Rappelez-vous, la projection du PFD selon ER va vous donner la norme T, la tension T du fil. Alors tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est dirigée selon moins ER. Vous voyez, T égale moins T selon ER. Déjà. Alors vous voyez, quand je fais le bilan des forces, je projette en même temps. Je projette en même temps les forces en base polaire. Après, je me fais gagner du temps. Là, c'est en base polaire, il n'y a pas de souci. Pour la tension T du fil, d'accord, ici, je marque deux normes inconnues a priori. D'accord. Là, pour l'instant, ce stade, ici, on ne connaît pas la norme de la tension T du fil. Ok. J'en profite. Ici, il me reste encore deux forces. Ici, donc la force de frottement fluide et le poids. Ah, le poids. Le poids. Ah. Le poids. Le poids P. P. P égale mg. Ah, le poids P égale mg. Donc là, il faut faire le schéma, représenter le poids sur le schéma. Donc on y va, on va représenter le poids vertical descendant. Alors, je vais mettre le poids. Vous mettez le poids ici, comme ceci. Voilà. À gauche de la flèche. Pourquoi? À droite de la flèche, je vais placer l'angle θ. Donc attention, hein, ça vous le savez, vous mettez la lettre ici du vecteur P à gauche pour placer l'angle θ ici. L'angle θ, bah ouais, là je pense qu'il y a, vous le voyez directement, l'angle θ, vous le retrouvez là. Donc là je vais refaire une flèche. Après pour ceux qui sont en distance, pareil, je répète ici. Vous voyez l'angle θ, regardez. L'angle θ que j'ai ici, c'est très important, je retrouve là. Ça c'est la verticale, hein, c'est la direction G, verticale descendante. Et ça c'est l'angle θ, donc l'angle θ je l'ai également ici. Placez-le bien, sinon vos projections seront fausses. Là, il n'y a pas trop d'ambiguïté, je pense. L'angle θ, vous placez entre la direction de P et la direction de ER. D'accord? Bien. Alors maintenant, il faut projeter le poids dans la base locale polaire, ER et θ. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous aurez ici directement une composante selon ER et une composante selon Eθ. Là, je mets en vecteur ligne pour l'instant. D'accord? Ça dépend si vous souhaitez que je fasse des projections scalaires tout de suite ou je donne directement le résultat. Alors, on va voir. Là, quand vous projetez le poids selon ER, alors on va essayer de le faire de tête. Ça fait comme 1, 2, 3, troisième fois qu'on le fait.
d'accord, le poids, qu'on projette le vecteur poids selon ER, bah, faut vous dire que projeter le poids selon ER, c'est faire P scalaire ER. D'accord? Donc P scalaire ER, c'est-à-dire que je vais faire la norme du poids fois la norme de ER fois le cos de l'angle entre P et ER. Norme du poids, c'est mg. Donc déjà, je vais dire mg. On n'oublie pas mg. N'oublie pas le mg. Norme de ER, ça fait 1. Le plus important, c'est le cos de l'angle entre P et ER. Bah là, c'est évident. Cos de l'angle entre P et ER, l'angle entre P et ER, il est là. C'est θ. Donc là, il n'y a aucune difficulté, ça fera cos de θ. Donc mg cos θ selon ER ici pour la projection du poids selon ER. Maintenant, selon Eθ, il faut que je regarde même chose, donc ça fait P scalaire Eθ. Cette fois-ci, bon, la norme du poids reste mg, la norme de Eθ ça fait 1, par contre c'est l'angle, chose par d'angle, le cos de l'angle entre P et le vecteur unitaire de l'axe selon lequel je veux le projeter. Donc là, quand je fais la projection du poids selon Eθ, Eθ il est où? Il est là, Eθ. Je vais chercher l'angle orientant entre P et Eθ. Cet angle, il est où? Bon, je vais le faire, il est ici. Voyez, là, je fais deux traits ici. Voilà, j'espère que vous voyez. Cet angle entre P et Eθ, il est là. Et que vaut cet angle? Cet angle, c'est l'angle droit. Alors pourquoi l'angle droit? Parce qu'entre R et Eθ, on a une base orthonormée. Donc R et Eθ sont ici orthogonaux. Donc l'angle entre P et Eθ, ça sera θ plus pi sur 2. Donc là, je vais faire cos θ plus pi sur 2, donne moins sin θ. Voilà. Voilà, donc là j'ai pris le temps de le refaire, parce que si vous n'avez pas ça, vraiment, quand vous n'avez pas, ça plantera tout le reste. Donc vraiment, là, il faut ralentir. Là, il faut ralentir, d'accord? Ne pas aller trop vite, oh, ça je sais faire. Attendez, il y a moins sin θ sur le θ qui apparaît. Ok? Troisième force, la force de frottement fluide. Ici, la force de frottement fluide. Voilà. Ici, donc F égale moins alpha V. Donc là, pareil, là, on sait, le sujet de l'interro, donner la relation pour la force de Stokes. D'accord, je vous le donner dans le sujet F égale moins alpha V. Ce qu'il faut ici, donc alpha coefficient possible, c'est projeter cette force dans la base polaire. Alors, on regarde l'équation, projeter la force revient en fait à projeter le vecteur vitesse. En fait, les deux sont liés, hein, d'accord? La force de frottement est liée à la vitesse. C'est-à-dire que là, pour projeter la force dans la base polaire, il faut connaître l'expression de la vitesse dans la base polaire. Donc là, ce qu'il faut peut-être rappeler, quand même, en deux temps, je pense nécessaire, c'est, ou ceux qui sont vraiment à l'aise, vous me dites directement V, vitesse purement radiale, V égale L, θ point θ. Ceux qui le sont moins, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Ce que vous faites, vous vous rappelez que OM, le vecteur position qui repère le point M à tout instant, c'est L, ER. Au contraire, ça vous évite de faire des erreurs après. Vecteur position, on en déduit le vecteur vitesse. Le vecteur vitesse instantané, on dérive ça par rapport au temps. Alors ça fait L point ER, mais L est constant, L point ça vaut 0. Hein. Donc il va vous rester L DER sur DT. DER sur DT. Et DER sur DT, voilà pareil, maintenant je pense qu'il faut le prendre pour acquis. J'ai plus que 2 mégas, c'est le premier. C'est le θ point θ. Donc au final, on aura L θ point θ. L θ point θ pour la vitesse. Donc ici, ce qu'il faut, ici c'est donner ici l'expression de R dans la base polaire. R égale moins alpha, n'oublie pas l'alpha, L θ point ici Eθ. Pour l'expression de la force de frottement. Ouais. Et attention ici, surtout un mauvais réflexe, deuxième loi de Newton. Pas besoin. Là, ce serait un hors-sujet, d'accord, mauvaise lecture de l'énoncé, il n'y a pas besoin de poser le deuxième loi de Newton. Là, il faut utiliser le théorème de la puissance cinétique. D'accord? Donc, utiliser le théorème de la puissance cinétique pour établir l'équation de Moore. Donc là, au lieu d'écrire ce qu'on a l'habitude de faire, hein, PFD, deuxième loi de Newton, au contraire, on va écrire le théorème de la puissance cinétique. Donc, attention ici, je note, là, on procède différemment. Donc là, il faut bien les réénoncer. De toute façon, je vous disais, quand je donnais le sujet, dis attention, pas de PFD ici. Vous utilisez le théorème de la puissance cinétique. Donc, théorème de la puissance cinétique. Voilà. Alors, toujours, hein, c'est comme dans vos copies, toujours, notez-le, toujours bien de noter diviseur de tension, association d'impédance complexe, deuxième loi de Newton, théorème de la puissance cinétique, c'est toujours bien de le rappeler. Donnez le nom. Alors, la dérivée temporelle de l'énergie cinétique
égale la somme des puissances de toutes les forces qui s'appliquent sur le point M, et ce, relativement au référentiel R. D'accord? Bien. Et c'est là qu'on va réfléchir un peu plus. D'accord? On va appliquer cette loi, d'accord, pour établir l'équation différentielle du mouvement. Alors, ça, on va l'encadrer. Ici, voilà. Et on va noter que c'est l'équation 1. D'accord, l'équation 1. Alors, ce que je vous conseille ici, c'est surtout ne pas mener de front les calculs à gauche et à droite. Parce que là, à gauche, vous voyez, il faut dériver par rapport au temps l'énergie cinétique du point M. À droite, faire la somme des puissances de toutes les forces. C'est-à-dire qu'ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Il faut faire ça. Alors, il faut faire ça. Ouais. Là, l'énergie cinétique, c'est 1 demi de mv carré. Donc 1 demi de mv carré, c'est 1 demi de m, tout ça au carré. Est-ce que tout le monde voit que l'énergie cinétique, ça sera 1 demi de m, L carré, θ point carré, E θ carré. Mais E θ carré, c'est E θ scalaire E θ. E θ scalaire E θ, ça fait 1. La base, elle est orthonormée. D'accord? E θ scalaire E θ, ça fait 1. Donc là, l'énergie cinétique, d'accord, donc je vais peut-être le noter, avec EC. Donc là, le membre de gauche, on va expliciter le membre de gauche. Donc là, on prend le temps. Donc ça fait 1 demi de mv carré, ici. Voilà. Donc ça fait 1 demi m. La vitesse, je reprends ça. Je reprends Lθ point θ. Donc L, θ point θ. Attention, je n'oublie pas le carré. Sans oublier des carrés des fois. N'oubliez pas vos carrés. D'accord, n'oubliez pas le carré ici. Et là, on va donner directement 1 demi m, L carré, θ point carré. Je précise quand même, car E θ scalaire E θ, c'est E θ carré, ça vaut 1. D'accord? Donc je précise ici, E θ scalaire E θ égale à 1. Et ça, il va falloir dériver par rapport au temps. D'accord? Il va falloir dériver par rapport au temps. D'accord? Donc on va réécrire l'équation 1. On va dire qu'on va réécrire le théorème de la puissance cinétique. Donc il faut dériver par rapport au temps. Il faut dériver par rapport au temps ce terme-là. Il faut dériver par rapport au temps. Ouais, mais où est la dépense temporelle? Elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle est là. La dépense temporelle, elle est là. Donc tout de suite, je l'ai oublié, je la note, mais c'est pas grave, je reviens en arrière. Expliciter la dépense temporelle. Est-ce que je veux dériver par rapport au temps? Je dérive par rapport au temps 1 demi m, L carré, θ point carré, pareil. Dépense temporelle ici. Et ça, pareil, je vais également expliciter la somme des puissances de toutes les forces qui s'appliquent sur le point M. Donc là, il y a 3 forces, tension du fil, poids, force de frottement. Et donc, on va faire 3 produits scalaires. Puisque la puissance sera finalement la puissance ici du poids. Bah, la puissance du poids, rappelez-vous, c'est la force scalaire de vecteur vitesse. Donc ce qu'on va faire, c'est directement P scalaire V. Ça va tout le monde, là, je passe une étape. Parce que ça, ça c'est quoi? C'est la puissance du poids P. Alors pareil, vous voyez, on retrouve cette ambiguïté dans la notation. J'essaie de bien écrire. Je mets 2P, mais noté différemment. Le premier P, c'est la puissance mécanique exprimée en watts. Le second, qu'un vecteur. D'ailleurs, le physicien le sait. Ça, c'est un scalaire. J'ai une puissance. Un scalaire, ça, c'est un vecteur. C'est le vecteur force, le vecteur poids. Donc là, je mets 2P noté différemment. Alors, ne mettez pas un P minuscule. Le P minuscule est réservé à la quantité de mouvement. En kilogrammes mètres par seconde. Donc, voilà, on fait avec. D'accord? Donc, toujours pareil, la puissance d'une force, F scalaire V. Autre force, la tension du fil, donc T scalaire V. Donc, T scalaire V plus F scalaire V. D'accord? F scalaire V. Ok? Bien. Bien. Hop. Donc, on y va. Donc là, on peut démarrer les calculs. Je vais sortir tout ce qui est constant de ma dérivée temporelle. 1 demi de ml carré, ça c'est constant. Donc ça, c'est constant, dépend du temps, ça va sortir de l'opérateur dérivée temporelle. Donc j'aurai 1 demi de ml carré. Maintenant, je dois dériver un θ point carré par rapport au temps. Alors ça, on l'a déjà fait en début d'année. D'accord? Ouais, vas-y, très bien, Louis. Ouais, ça c'est du U puissance n. Donc je le note. Pour dériver ceci, pareil, ça, vous devez vous rappeler. Bon, je marque ce qu'on a fait en début d'année, je pense que ça vous connaissez. Voilà, en fait, ça revient à composer et dériver. Et en fait, ce que je ne vous ai pas dit en début d'année, c'est que d'abord on dérive par rapport à θ et après on fait des θ sur dt. Mais je reviens à la formule de base, on a vu le premier chapitre de Méca.
de l'année, c'est n, u', u n moins 1. Alors, est-ce que je déplace? Ouais. Donc ça, c'est la dérivée, c'est n, u', u n moins 1. Donc, je vais peut-être ici effacer ça et me remettre un peu plus bas, sans être pas visible. Donc on aura 1,5 de ml carré. Et là, je dérive le θ point carré. Donc le n, ça fait 2. N, ça fait 2. Donc ça fait 2. U', c'est θ point, mais je dérive une nouvelle fois θ point par rapport au temps. Donc dériver une nouvelle fois θ point par rapport au temps, ça fait θ point, point. D'accord? Θ point, point. Alors faites attention, θ point, point. Et u, n-1, u exposant n-1, ça fait θ point exposant 2 moins 1. Clément, ça fait quoi? Θ point exposant 2 moins 1. 1, très bien, ça fait θ point 1. Θ point 1, donc fois θ point exposant 1. Super. Voilà. Alors bien sûr, là, vous pouvez simplifier par 2. D'accord? Donc u puissance n, n, u', n-1. Ok. Ça, c'est le membre de gauche. Le membre de droite. Membre de droite, il faut faire ce vecteur-là, poids, scalaire, la vitesse. Alors, comme vous voulez, vous pouvez toujours écrire. Hein. Ça peut se voir directement. D'avoir mg cos θ ER moins mg sin θ Eθ. Ouais. Donc je le fais entièrement, c'est le premier calcul que l'on fait ensemble, concret de puissance de force, ici pour le pendule simple. Multiplier scalairement par la vitesse. On n'oublie pas de multiplier le vecteur force par la vitesse. La vitesse, elle est où? Elle est là. En L θ point θ. Je multiplie par L θ point θ. Ok. Bon, je continue, je fais la même chose pour les autres forces. La tension T du fil, alors là par contre elle est selon moi ER, donc je fais moins T ER, scalaire, la vitesse, en L θ point Eθ. Et la force de frottement elle est là, donc dernière force, je calcule la puissance de la force de frottement, donc je prends la force F, je multiplie scalairement par la vitesse, donc j'aurai moins, donc tout ce que je mets en blanc ce sont les forces. En blanc ce sont les forces, en jaune c'est la vitesse à chaque fois, donc moins alpha, L, θ point θ, ça c'est la force de frottement. Et pour avoir la puissance de la force de frottement, attention que je vais déborder sur la droite, je multiplie scalairement par la vitesse, ici, en L, θ point θ. Donc attention, je n'ai pas terminé, je multiplie scalairement par, ici pareil, L, θ point Eθ. Ok, donc ça maintenant je peux effacer, j'en ai plus besoin. La ligne suivante. Alors qu'est-ce qui va nous rester? On peut regrouper, on aura ml carré, m l carré, donc θ point une fois, θ point point, ouais, égal. Alors ici, voilà. Bon, c'est le seul petit calcul, le produit scalaire, ça va pas être très compliqué. On a mg cos θ ER moins mg sin θ Eθ fois l θ point Eθ. Donc là, vous allez distribuer, vous allez faire ça, et vous allez faire ceci. ER scalaire Eθ, la base est orthonormée, ça fera 0. ER scalaire Eθ, donc ça, quand je fais cette flèche-là, elle est mal faite, je vais faire cette flèche-là, ça fera Eθ scalaire ER, ça fait 0. Le premier terme, ça fait 0. Le second terme, Eθ scalaire Eθ, c'est le seul terme non nul. Parce que Eθ scalaire Eθ, ça fait 1. Donc là, il va me rester que le terme ici, en moins mg sin θ fois Lθ point. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Le seul terme non nul, c'est le terme qui résulte du produit scalaire de ça par ça, parce que Eθ scalaire Eθ, ça fait 1. Ok. Le second terme, ah bah tiens, ici, par la puissance de la tension T du fil, on a ER scalaire Eθ. Bah, produit scalaire entre deux vecteurs ici orthogonaux, je tac directement, voilà. Ça fera 0. Ouais. Donc ça fera 0. Donc ce terme-là sera nul, parce qu'on multiplie scalairement ER Eθ. Là, celui-ci, au contraire, sera non nul. Eθ scalaire Eθ, ça fait 1. Vous voyez? Bon, toujours la même logique. Donc il va nous rester, attention, moins alpha L. Alors j'ai L carré. L carré, ouais, L carré, θ point carré. L carré, θ point carré. Bon, ça se profile bien là. Ça se profile plutôt bien. Là, on y est presque. On y est presque. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? On peut peut-être faire ça, je vais mettre là-haut. Là, il y a une factorisation possible. On va écarter une solution. Ici, est-ce que tout le monde voit qu'on peut écarter la solution θ point égale 0? Donc en fait, on va chercher ici la dynamique du mouvement, d'accord, la mise en mouvement. Donc ici, est-ce que tout le monde voit qu'on peut écarter la solution θ point égale 0? Donc ici, on va se ramener à une équation, d'accord, f de θ, θ point égale à 0, mais on va écarter la solution θ point égale 0. Alors pourquoi? Vous allez factoriser par θ point. Si on factorise par θ point,
on factorise par θ point, on aura, et je vais ordonner, je vais ici, donc j'aurai ml carré θ point point. Donc premier terme, j'aurai ml carré θ point point, d'accord? Je vais faire passer le terme en alpha L carré θ point carré dans le membre de gauche. Par contre, je factorise par θ point. Donc il va me rester moins alpha L carré θ point. Attention, je passe d'un θ point carré à un θ point, je factorise par θ point. Et le terme en moins mg sin θ, là, je fais passer également ici, donc ici à gauche, comme ça devient un plus. Donc à gauche, ici aussi, ça devient un plus. Donc plus mg ici sin θ. Donc fois L, attention c'est un L, ça c'est pas un θ, ça c'est un L θ point, d'accord? Le tout égale à 0, voilà. Et là on écarte la solution ici θ point égale à 0, c'est en fait un produit facteur nul, si ça égale à 0 ou si tout ça égale à 0, d'accord? Donc on écarte, voilà, la solution, à savoir θ point égale à 0 tout instant. Alors ça, physiquement, c'est-à-dire qu'on écarte la solution où la vitesse angulaire est nulle. À tout instant, c'est ça en fait. Hein. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on est à l'équilibre, ça bouge plus. Ça bouge plus. D'accord? Nous, ça intéresse, c'est la dynamique, quelle est l'équation différentielle du mouvement. D'accord? Quand on a des oscillations autour de la position d'équilibre stable, quelle est l'équation différentielle du mouvement? Elle est là. Donc la solution, d'accord? Il reste alors, voilà, l'équation différentielle. Donc, alors, ce qu'on peut faire directement, pareil, qu'on a une EDL d'ordre 2, EDNN, j'ai pas dit le EDNN d'ordre 2, sin θ, donc elle n'est pas linéaire, elle est non linéaire. On va mettre un coefficient unitaire devant la dérivée plus haut. Donc, on va diviser par ml carré le devant de l'équation. Donc, on va obtenir θ point point, donc θ point point, plus, alors je divise alpha L carré par ml carré. Il restera alpha sur m, plus alpha sur m, θ point. Je divise mgl par ml carré. Je divise mgl par ml carré. Il va rester plus g sur l. Ici, g sur l sinus θ. D'accord? Parce que là, on a mgl ici par ml carré. Le tout égale à 0. Voilà. Et là, ne vous arrêtez pas en si bon chemin. Vous pouvez la mettre sous forme canonique. Hein. Vous posez oméga 0 carré. Déjà. Voilà. Alors, oméga 0 carré, ici, ben, on regarde. Hein. θ point point, accélération angulaire, θ point vitesse angulaire, θ vitesse position angulaire. D'accord? Donc on va poser ce qui est devant ici, le sin θ égale à oméga 0 carré. Donc oméga 0 carré égale g sur l. Et ensuite, une fois que vous avez oméga 0 qui est égal à racine de g sur l, bah vous posez tout ce qui est devant le terme en θ point comme étant égal à oméga 0 sur t. On retrouve toujours la même mise en forme canonique. Voilà. Donc ça va vous donner ici Q égale m oméga 0 sur alpha. Voilà. C'est le facteur de qualité. C'est le facteur de qualité sans dimension. Voilà. Et lui va vous donner ici oméga 0, la pulsation propre, ainsi de G sur L. Là, c'est la pulsation propre. Voilà. De l'oscillateur. Et là, ça vous permet de mettre sous forme canonique, donc θ point point plus, là, donc on obtient là, voilà, donc on aura θ point point plus oméga 0 sur Q, θ point plus oméga 0 carré sin θ égale à 0, voilà, une équation différentielle non linéaire d'ordre 2. Bien. J'en profite un peu, allez, je commence à vous embêter. Sans le on pourra faire l'appel également. Baptiste, bonjour Baptiste. Ouais, bonjour Baptiste. Comment tu résous une telle équation différentielle? Ouais, excellente même, excellente. Oui. Regarde ce que j'ai encadré. Ce que j'ai encadré, fait référence. Ouais. On peut. Ah ouais, bien, j'ai pas pensé ça. Moi, ce que je dis, on peut résoudre. J'ai pas dit résolution analytique. Bien, résolution numérique. Ouais, excellent. Résolution, mais on va le faire. On va faire à chaque fois du Python, chaque heure de physique. Donc, résolution numérique, la méthode de l'air. F de A plus H environ égal à F de A plus H F' de A. On va créer deux listes, X, Y. Très bien. Position angulaire, vitesse angulaire.
Mais ici, si on veut résoudre à la main, entre guillemets, là on ne peut pas, c'est non linéaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On se place dans le cas, t'en vas plus, des faibles oscillations. C'est-à-dire qu'ici, on va transformer le sin θ en θ. C'est-à-dire que là, je vais dire que sin θ équivalent à θ, d'accord? Pareil lorsque θ tend vers 0, d'accord? Donc on assure l'équivalent autour de la position d'équilibre stable, d'accord? Ce qui permet de réécrire, voilà, ce qui permet de réécrire l'équation différentielle du mouvement. Donc là, vous transformez, vous les allez linéariser, hein, d'accord? Sin θ devient θ, votre équation différentielle, qui reste d'ordre 2, mais cette fois-ci devient linéaire. Et là, c'est linéaire, vous pouvez poser une équation de caractéristique. C'est-à-dire que la solution, c'est θ de t égale θh plus θp. C'est-à-dire que là, voilà, vous tenez θ point plus oméga 0 sur q θ point plus oméga 0 carré θ égale à 0. Et là, vous avez une dl d'ordre 2 caractéristique de l'oscillateur mécanique amorti. Voilà, caractéristique de l'oscillateur. Voilà, ici, c'est un oscillateur mécanique et il est amorti. Mécanique amorti. D'accord? Donc ça, attention, hein, c'est au programme de colle la semaine prochaine, Baptiste. Vous aurez les questions de cours sur pendule simple, sans frottement, avec frottement. Mais attention, là, dans le chapitre précédent, on est en dynamique. Donc là, pas question d'utiliser le théorème de la puissance cinétique, mais utiliser simplement la deuxième loi de Newton. On retrouve le même résultat. D'accord? Le même résultat. Ok? Donc, bilan de cette méthode. Vous allez dire, ben oui, on retrouve la même équation que si on avait appliqué la deuxième loi de Newton. Oui, en effet. Sauf qu'en fait, elle est un peu plus rapide, quand même, un peu plus rapide que le PSD, d'accord? Surtout si on voit qu'il y a des forces qui ne travaillent pas. En fait, si vous voyez déjà que la tension du fil ne travaille pas, dans le membre de gauche, de droite, pardon, vous avez que deux produits scalaires à effectuer. Donc, bilan, à quoi sert le théorème de la puissance cyclique? Tout comme le PFD, il va permettre d'établir des équations différentielles tout en éliminant les forces qui ne travaillent pas. C'est-à-dire que quand il y a des forces qui ne travaillent pas, il sera plus facile pour vous d'utiliser un théorème énergétique, le théorème de la puissance cinétique. Donc, ce qu'il faut retenir, bilan, le théorème de la puissance cinétique, le théorème, pour ce qu'il faut retenir, à quoi ça sert? À quoi sert ce théorème? Un théorème énergétique, le théorème de la puissance cinétique permet d'établir l'équation différentielle du mouvement. Voilà, permet d'établir, donc là on établit, d'accord, l'équation différentielle du mouvement, tout comme le PFD, hein, d'accord, tout comme le PFD, à la différence près où ce théorème énergétique ici vous affranchit des forces qui ne travaillent pas, donc ça permet de simplifier, d'alléger un peu la lourdeur des projections s'il y en a. Tout comme, remarquez, tout comme le PFD, d'accord, ce théorème de la puissance cinétique. Et j'ai marqué, attention, chaîne de caractères, guillemets, en éliminant les forces qui ne travaillent pas. C'est l'intérêt du théorème de la puissance cinétique, c'est-à-dire qu'en éliminant, attention, hein, ici, chaîne de caractères, en éliminant les forces qui ne travaillent pas. Voilà, en éliminant les forces qui ne travaillent pas. D'accord? Voilà. Ça, c'est important, c'est-à-dire que si du premier coup, là, vous voyez que, ah oui, la tension T du fil ne travaille pas, de membre de droite, vous savez qu'il y aura un produit scalaire en moins, ça va encore plus vite. Ça vous fait gagner du temps. Ça vous fait gagner du temps, c'est un système où il y a pas mal de forces qui ne travaillent pas, ça peut gagner beaucoup de temps pour établir l'équation différentielle du mouvement. Après, ouais, il faut le connaître, d'accord? L'application de théorème, d'accord? Ici, la formulation de théorème est quand même plus compliquée que somme des forces égale m. C'est quand même le gros inconvénient, c'est ça. Il faut savoir ici, il faut le connaître. D'accord? Bien. On termine par un deuxième théorème, le dernier qui est lié au théorème de la puissance cinétique, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Alors ça pour vous, c'est la grosse nouveauté ce matin. Ici, ce théorème de la puissance cinétique, on va retrouver des choses que vous connaissez a priori via le théorème de l'énergie cinétique. C'est le deuxième et dernier temps, petit 2. Théorème de l'énergie cinétique. Alors pareil, on va faire une démonstration, on fait la démo. On va l'énoncer tout de suite une application. Application de mouvement d'un skieur sur une piste inclinée à l'angle alpha avec un coefficient de frottement si sec.
entre ici le ski et la neige. D'accord? Donc deuxième temps, ici, théorème de l'énergie cinétique. Premier temps, démonstration. Démonstration. Pareil, on peut vous la demander, elle est exigible. Alors, la démonstration est très rapide. C'est pas une démonstration d'une page de calcul, rassurez-vous, 4 lignes. Bon, pas très compliqué. Monsieur, j'ai pas terminé les dernières phrases. Là encore, voilà. La chance, c'est que tellement fort que ça se voit encore. Bilan, le théorème En fait, c'est de la puissance cinétique. plutôt différentiel du mouvement. Celle en dessous? Oui. Bon, bah, ça va, j'arrête à attendre là. C'est bon. Démonstration. Alors, on part du théorème de la puissance cinétique et on va ici en fait intégrer ce théorème sur l'intervalle T1T2. Donc, on va intégrer le théorème ici de la puissance cinétique. Donc, on intègre le théorème de la puissance cinétique sur l'intervalle de temps T1T2. Donc, sur une certaine durée. Alors, je rappelle ce théorème, comme c'est important, on en a besoin. Donc, ce théorème, c'est la dérivée temporelle de l'énergie cinétique du point M par rapport à R, somme des puissances des forces extérieures en fait. Voilà. Donc, on intègre ici sur l'intervalle de temps T1T2. Donc, on a un intervalle fermé T1T2. Alors, on intègre cette relation, théorème de la puissance cinétique sur l'intervalle de temps T1T2. Alors, un petit schéma quand même très rapide. Ici, pour se replacer, voilà. Ici, X, Y, Z pour le pérage cartésien. Voilà, faire le mouvement de la base cartésienne. Schéma très rapide pour ici placer la trajectoire du point M entre deux instants. Juste pour fixer rotation, rappelez-vous, on a un point M mobile long d'une trajectoire gamma. On va considérer deux instants de temps différents, T1, T2, l'instant T2 étant ultérieur à l'instant T1. Donc trajectoire gamma, comme ceci, trajectoire gamma quelconque. Et en fait, je vais considérer ici deux points extrêmes, le début et la fin. D'accord? Donc je vais prendre ici, vous voyez, point de départ, l'état initial. C'est simplement pour poser les notations. On suppose qu'initialement, votre point mobile est ici. Et initialement, le point M, on va dire qu'il est au point M1 à l'instant T1. Donc on va regarder une logique de notation. Le point M est au point mathématique M1 à l'instant T1. Ça, c'est l'état initial. À l'état final, on va dire qu'il est ici. Bon, je vais peut-être effacer mon gamma, il va prendre la place. Je vais mettre gamma là au-dessus. L'état final, ça sera le point M2. Le point mobile est au point M2 à l'instant T2. L'instant T2 est en instant ultérieur à T1, donc gamma parcouru dans ce sens-là. D'accord? Voilà. Simplement. Et à un instant quelconque, entre T1 et T2, le point il est à un endroit quelconque de la trajectoire gamma. D'accord? Mais je place état initial et état final. Ce que je vais faire, c'est intégrer ça. Donc c'est un peu plus technique, je vais intégrer ça sur la durée, ici, T1, T2. Donc on y va. Donc on aura, pareil, on va intégrer par rapport au temps. C'est une intégration, je connais les bornes. C'est une somme, hein, c'est le symbole de la que vous connaissez. Donc je vais intégrer ici directement entre T1 et T2. J'intègre ce théorème-là. Donc membre de gauche, j'intègre ma membre. Donc j'ai ça à gauche. Mais attention, si je précise l'intégration par rapport à T1, T2, là, souvent, vous oubliez de préciser que vous intégrez par rapport au temps. Donc, vous oubliez de mettre l'élément dt. Donc, n'oubliez pas de préciser que vous intégrez ce théorème de la puissance cinétique entre deux instants, T1 et T2. Donc, je fais apparaître l'élément dt. Donc, ça, j'intègre le membre de gauche. Et je vois que le membre de droite, je vais faire une somme, ici, donc l'intégrale, entre T1 et T2. De quoi? De tout ça, donc du sigma. Donc du sigma P de Fx. Voilà. Et je n'oublie pas également le dt. Pareil, le dt est lié au fait qu'on intègre entre deux instants T1 T2. Bien. Alors, là, dans le membre de gauche, je pense que, j'espère que vous le voyez, j'intègre par rapport au temps une dérivée temporelle. Bon, c'est-à-dire que vous voyez, que vous voyez peut-être que les dt vont simplifier, entre guillemets.
C'est-à-dire qu'en fait, il restera finalement l'énergie cinétique du point M pris entre deux instants T1 et T2. Est-ce que tout le monde voit que, ici, cette intégrale de gauche se résume à une différence d'énergie cinétique? Et qu'ici, je prends la primitive de la dérivée. C'est ça, ça compense les deux effets. Je prends un primitif de la dérivée, donc il reste la fonction EC, prise entre T2 et T1, mais à l'instant T2, le point M il est en M2, à l'instant T1, le point M est en M1. Donc ça sera EC de M2, EC de M2 dans R. Alors EC de M2, c'est-à-dire que c'est l'énergie cinétique du point M dans l'état final, lorsqu'il est au point M2, moins l'énergie cinétique du point M lorsqu'il est à initial, au point M1, moins EC de M1 dans R. Ok, bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est permuter les deux sigmas. Je vais sortir la somme discrète. Je vais laisser la somme continue entre T1 et T2. Voilà, dP dt. Voilà. Pourquoi faire ça? Parce qu'en fait, je fais une somme continue de tous les travaux élémentaires. Ouais, parce qu'en fait, ça c'est ce qu'on a fait lundi matin. Ça, ce PDT, ça c'est l'expression du travail élémentaire. Voilà, de la force Fx, d'accord, entre T et T plus et T. Donc ce que je mets ici en jaune, c'est une définition qu'on a vue lundi matin, pour la définition sur le travail élémentaire d'une force. Le travail élémentaire d'une force, lorsqu'un point M se déplace entre deux instants infiniment proches, c'est égal au produit PDT. Donc PDT, c'est le travail élémentaire. Attention, le delta minuscule est relatif à un travail élémentaire, un tout petit travail. Un travail infinitésimal, un travail élémentaire. Lorsque le point M se déplace, d'accord, entre deux durées T et T plus T, entre deux durées, deux instants infiniment proches. Donc ce que je vais faire, le membre de gauche, bah, j'y touche plus, hein, il reste tel quel. Ça sera EC M2 dans R, EC M1 dans R. Alors ça, ce que vous avez fait au lycée, c'est ce que vous avez fait au lycée, EC final moins EC initial. Vous avez fait au lycée, dès la première, déjà. Ça, c'est l'énergie cinétique finale, ce que vous avez de ECF. Ça, c'est l'énergie cinétique initiale. Ça, c'est ECI. F pour final, I pour initial. Vous avez ECF moins ECI. À droite, j'aurai un sigma. Ouais, ici. Un sigma, je vais remettre mon intégrale. Donc, attention, entre T1 et T2. Des delta W de F. X. Voilà. Ok. Et maintenant, je vais une nouvelle fois rappeler que une fois que j'ai delta W de X, les travaux élémentaires, c'est le travail élémentaire de la force Fx, d'accord? Je fais une somme entre T1 et T2. Je fais la somme de tous les travaux élémentaires. Et quand je fais la somme de tous les travaux élémentaires, ben, je fais le travail total entre les deux points. Donc ça c'est le travail total entre M1 et M2. Voilà. De la force serrée. Sauf que je peux faire la somme. Ouais, parce que je n'ai pas qu'une seule force. Donc si j'ai trois forces, j'aurai trois travaux ici à calculer. Donc je répète, ce que je viens de faire, c'est simplement dire que quand je fais la somme continue entre deux instants, donc entre deux points en fait, entre deux points M1 et M2, hein, quand je fais la somme continue de tous les travaux élémentaires, j'obtiens le travail total, le travail global. D'accord? Alors je ne mets pas le sigma ne disparaît pas. Donc je vais mettre ici à gauche, un peu plus à gauche. Donc on aura EC ici. Alors pareil, je vais gagner un peu de temps ici. Donc bon, on le fera après dans l'énoncé, c'est pas gênant. Donc EC M2 dans R, moins EC de M1 dans R. Voilà. Et à droite, j'ai quoi? Bah, j'ai la somme des travaux, voilà, de toutes les forces qui s'appliquent sur le point M entre les deux points M1 et M2. Voilà. Donc là, vous retrouvez un énoncé que vous avez déjà vu. Voilà. Donc ça permet, dans un deuxième temps, de l'énoncer. L'énoncé, c'est le théorème de l'énergie cinétique. Donc petit b. Après la démonstration, on passe à l'énoncé, d'accord, sous forme un peu plus compacte. Alors cette forme un peu plus compacte, je pars d'ici. ECM2 moins ECM1, ça c'est la variation. C'est une variation finie d'énergie cinétique. Donc je vais noter un delta, un grand delta. Voilà. Cette fois-ci c'est un grand delta. Voilà. Donc le grand delta, c'est le membre de gauche. C'est EC final moins EC initial. Donc ça c'est EC final. Donc l'énergie cinétique du point M lorsqu'il est en M2, moins l'énergie cinétique du point M1, donc l'énergie cinétique initiale. Et ça, donc là j'ai plus de place à droite, je me mets en dessous évidemment. La variation finie d'énergie cinétique, c'est égal à quoi? À la somme des travaux de toutes les forces qui s'appliquent sur le point M.
Donc c'est la somme des travaux de toutes les forces, d'accord, qui s'appliquent sur le point M. D'accord, donc ça, les implications, c'est relativement simple. Pas de souci. Voilà. Et j'insiste, je vais effacer un tout petit peu là. Je vais mettre un petit mot ici. Voilà. Sur delta EC, donc j'ai une petite légende, vous pouvez la mettre en dessous, une petite flèche. Le delta EC, le delta est relatif à une variation finie. Une variation entre deux instants, deux étapes, finale, initiale. Donc le delta EC de M, ça c'est la variation finie d'énergie cinétique. Une variation finie. Alors pourquoi finie? C'est une variation, d'accord, qu'on va différencier d'une variation élémentaire par la suite, entre deux instants infiniment proches. Donc variation finie d'énergie cinétique entre les états initial et final, c'est ça en fait, entre deux instants. D'accord? Entre deux instants. Donc les deux instants, souvent, c'est on a un point de départ, on va le faire juste après. Hein. D'accord? Sur la piste de ski, on s'élance sans vitesse initiale d'un point A, qui est la vitesse au point B. D'accord? Voilà. État initial et état final. D'accord? Bon. Et une dernière remarque, dans ce petit début, on va faire l'exo. C'est une autre formulation, ça, vous voyez, qui est liée à cette remarque, cette légende, sur les variations finies. Ça, c'est valable pour deux instants, T1 et T2, d'accord, assez éloignés l'un de l'autre, hein, d'accord. Dans le cas d'un déplacement élémentaire, donc si finalement on vous demande de reformuler, d'écrire ce théorème d'énergie cinétique dans le cas d'un déplacement élémentaire d'un point M, ben là ça va changer. Là on n'aura plus un grand delta, on aura un petit delta, ici. On aura un D de différentiel. Et le petit delta il est là, devant le W. On aura la somme des travaux élémentaires. Donc attention, ici, je ne vais pas le noter ici, je vais le noter là-haut. Remarque, alors c'est-à-dire que typiquement, deuxième cas de figure, vous prenez M à l'instant T, c'est ça en fait, hein, en V, et M à l'instant T plus ET. C'est-à-dire que vous prenez, voyez, entre ces deux points-là, un déplacement élémentaire, un petit déplacement du point M, et on peut vous demander d'appliquer le théorème de l'énergie cinétique entre ces deux points finaux. Là, ce que je vais faire en jaune, c'est sur ça. Là, le théorème d'énergie cinétique, c'est entre deux points, l'état initial et l'état final. Maintenant, sur un petit déplacement du point, qu'on appelle un déplacement du point, on peut vous demander de réécrire ce théorème. D'accord? Alors, je vais le faire là, ici en dessous, pour un déplacement élémentaire du point M entre deux instants infiniment proches. D'accord? On peut le noter ici. Donc, pour ici un déplacement élémentaire du point M, voilà. Donc, un déplacement élémentaire ici du point M. Donc du point M mobile, déplacement élémentaire entre deux instants ici infiniment proches, entre deux instants infiniment proches, T et T plus dt, entre deux instants infiniment proches, voilà, T et T plus dt. Donc là, attention, notez que sur le schéma, ça correspond aux deux points en vert, d'accord? C'est le schéma. C'est le schéma. On a, voilà. Et ça, rappelez-vous, hein, selon le repère utilisé, on a associé à chaque fois un vecteur. Un vecteur déplacement élémentaire, parce que dès lors qu'on a un déplacement élémentaire du point M dans le référentiel ici étudié, on a généré un vecteur déplacement élémentaire. Mais nous, on réécrit le théorème de l'énergie cinétique, ici, dans le cas d'un déplacement élémentaire. Donc, on réécrit le théorème de l'énergie cinétique. Alors, ce qui va changer, moi je vais le mettre en vert. Le delta majuscule devant le EC qui correspond à une variation finie. En fait, le fini, il est lié au delta. Là, je mets une deuxième flèche. Le fini est lié au delta. C'est EC final moins EC initial. Là, je remplace par un D. C'est le D de différentiel. D de différentiel. Donc, je laisse à gauche EC. Voilà. Bon, je vous note quand même. En fait, la différentielle d'énergie cinétique, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique à l'instant t plus dt. C'est ça en fait. Hein. C'est pas très compliqué, on va en faire de plus en plus. C'est l'énergie cinétique à l'instant t plus dt. Moins l'énergie cinétique à l'instant t, en fait, c'est ça. Moins l'énergie cinétique à l'instant t. Donc ça, très bien. Et en dessous, je l'écris comment? Au lieu d'avoir un travail total global entre deux points M et M2, par rapport à ce qui est en jaune, là j'aurai un delta W. Mais par contre, nos notations sont importantes.
Donc faites attention, je note en vert. Donc là, on aura un petit delta, delta minuscule, delta W. Voilà, ici. Donc je mets un delta et je mets plus d'indice M1, M2 en dessous du W, symbole du travail ici de la force. Bien. Alors pareil, on va faire un exemple et on montre à quoi ça sert. Et quelle est la différence entre l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique et celui de la puissance cinétique. Donc là on l'a vu, la puissance cinétique, le théorème de la puissance cinétique permet d'établir une équation du mouvement. Le théorème de l'énergie cinétique, bon, c'est notre interro, vous le voyez, c'est déterminer la vitesse en un point de la trajectoire. Voilà, ça faut comprendre. Et bien, c'est ça, oui, c'est déterminer la vitesse d'un point, du point M, d'accord, en un point particulier de la trajectoire. Quelle est la vitesse du point en un point, ici, de la trajectoire? C'est-à-dire que ce théorème de l'énergie cinétique, rappelez-vous, ça c'est pour les pistes de ski, pour les rampes de skateboard, pour n'importe quel mouvement. Le théorème de l'énergie cinétique, on va le faire suffisamment de fois en TD pour vous le rappeler, vous êtes tous fait au lycée. Ce théorème de l'énergie cinétique permet de calculer la vitesse en un point. C'est bête, méchant, mais ça permet vraiment, il faut bien avoir en tête. Et ça, on va faire ensemble, hein, on fait par ça, le sujet de l'interro. Donc c'est écrit en gras, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, déterminer ici la vitesse du skieur en un point B d'une piste de longueur AB inclinée d'un angle alpha. Et on notera FD, le coefficient de frottement dynamique des skis sur la piste, et on supposera une vitesse initiale nulle. D'accord? Donc ça sur 20 points, interro classique sur l'utilisation du théorème de l'énergie cinétique. On fait ensemble, donc A, B, C, ouais, c'est ça. Application du théorème de l'énergie cinétique. Donc on reviendra ça, petit c. Voilà, application. Application. Voilà. Alors, on y va. On va noter l'énoncé en utilisant le théorème de l'énergie cinétique. Donc, théorème de l'énergie cinétique. Bon, moi j'en fiche. Ok, c'est un quart d'heure de moi. C'est bien un air froid, sec là-dessus. Bon, en utilisant le théorème de l'énergie cinétique, établir, je vais noter l'énoncé, l'apéro, l'expression de la vitesse. Donc l'expression littérale, là il n'y a pas de calcul. D'accord, c'est un format d'un quart d'heure. Format d'un quart d'heure écrit, donc il n'y a pas de calcul, il n'y a pas de temps. L'expression littérale de la vitesse du skieur. Alors j'ai pris ici en un point B, ici en un point B, donc c'est l'état final, d'une piste de longueur AB, donc d'une piste de longueur AB, et inclinée d'un angle alpha. Donc longueur AB inclinée d'un angle alpha par rapport à l'horizontale. Ok? Bien. Alors, autre indication qui permettait de ne rien oublier dans le bilan des forces, pour le travail de toutes les forces, on notait F indice D, le coefficient de frottement des skis sur la neige. Donc on note F indice D, donc on note F indice D, le coefficient ici de frottement dynamique, d'accord, des skis sur la neige. Des skis sur la neige. Voilà. On rappelle, on a toujours compris entre 0 et 1. Bon, là, on est de l'ordre de 0,5, d'accord, pour la neige fraîche. Et on supposera une vitesse initiale nulle. Ça, ne faut pas l'oublier. D'accord. Et on suppose, voilà, une vitesse initiale nulle. On suppose une vitesse initiale nulle. Voilà. Alors, vitesse initiale nulle, il faut bien comprendre qu'on va faire le schéma. Là, il faut faire un schéma obligatoirement. Le skieur part du point A, sans vitesse initiale. Quelle est cette vitesse au point B? On a une piste de longueur 50, enfin 50, AB, pardon.
on peut prendre 50 mètres et 25 degrés par exemple. Donc d'abord faire le schéma, système référentiel, bilan des forces, et après, attention, pas de London, hein, pas de VFD, mais théorème de l'énergie cinétique. D'accord. Ça, je l'avais tous plus ou moins abordé, la dernière, je l'ai fait la dernière, sauf avec les frottements. J'ai pas mis de frottements. Là, je fais des frottements parce que forcément, il y a du contact solide-solide. Hein. L'action mécanique de la neige fraîche sur les skis. D'accord, ce qu'on prend en compte ici. D'accord. Je ne rajoute pas les frottements, là, je vais négliger. D'accord. Je prends qu'un seul type de frottement, solide-solide. Les lois de Coulomb, je ne prends pas l'action mécanique de l'air sur le skieur. Ok. On y va. Donc, première étape, on va faire un schéma. Ici, relativement grand, la situation. D'accord, sur les forces en présence à représenter. Donc là, on retrouve ce fameux plan incliné. Mais en physique, on aime bien les plans inclinés. Donc là, c'est la piste. Alors, tout de suite, AB. Le point de départ, il est là. A. B, j'arrive en bout de piste. Au point B, je suis là. Voilà. On a un champ de pesanteur terrestre supposé uniforme. C'est pareil, donc G. Ici. Voilà. On a une piste inclinée à l'angle alpha par rapport à l'horizontale. Ici. D'accord. Après, il faut dessiner le système. Alors vous êtes artiste, vous avez dessiné, allez-y, il y a peut-être du plaisir. Dessiner le skieur, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, sinon vous faites un bloc, pas de moi. Sinon vous en faites quelque chose de ridicule, comme moi également. Donc un skieur ici, tac, tac. Bon, moi, il va faire du snow, ce sera plus simple, d'accord. Hop, tac, une planche, tac. D'accord, voilà. Quelque chose de très schématique, attention, quelque chose de très schématique. Vous ferez beaucoup mieux que moi, j'en suis convaincu. D'accord, je vois certains qui rigolent déjà. D'accord, c'est beaucoup mieux que moi. Ici, voilà, et les contents, voilà. Il faut le bonnet également, il fait froid, très froid. On va faire que les gants, les bonnets, la combi, bon, l'état total. Là, on fait très froid. Il fait moins 1. D'accord, bon, c'est bon. Voilà. Donc, sinon, vous faites un bloc, quelque chose comme ça. Bon, un cylindre, ce que vous voulez. D'accord. D'accord, un rectangle. Là, ce qu'il faut, c'est en fait, j'en ai besoin pour représenter les forces. D'accord. Les forces en présence. Alors, il y aura déjà sur une piste, vous avez la réaction normale du support. Ne l'oubliez jamais. N'oubliez jamais que voilà, on est sur un plan incliné, même si c'est incliné, il y a la réaction du support. La réaction normale du support, ici, elle va passer comme ceci, orthogonale du support, comme ceci. Diriger du support vers l'objet. Ensuite, on a la vitesse. Donc là, bon, je ne vais pas la noter pour ne pas surcharger l'énoncé, mais là, il dévale la piste. Forcément, la force de frottement sec sera dirigée dans le sens opposé, de V vers A. Donc là, j'ai T, attention T, force de frottement sec. Autrement dit, réaction normale du support, réaction tangentielle. Ok. Bien. Ensuite, on va prendre le poids. Alors, le poids ici ne va pas s'appliquer ici, il ne va pas s'appliquer en ce point, il va s'appliquer au centre de masse. Donc, on va aller chercher le point G ici. En ce point G s'applique le poids P. Donc, on va prendre ici directement, hop, au centre, voilà, directement le poids P. Je vais mettre ici. Par contre, cette fois-ci, le poids, regardez, le poids P, je vais le mettre à droite. Je vais mettre le vecteur P à droite. D'accord. Pourquoi? Parce que je vais replacer mon angle alpha. Ah. Donc, là, ici, donc déjà, système, le système, je vais mettre ici le point G. Ici, je vais mettre un G. Voilà. Système, le point G. Donc, centre de masse du skieur, son équipement, tout, etc. D'accord. Centre de masse du skieur. D'accord. Centre de masse du skieur, attention, vous modélisez le skieur comme un solide, homogène, indéformable, pas indéformable, ça dépend quel moment. Mais le solide est en translation, et ce dans translation va repéré par son centre de masse G, le point G. Donc centre de masse du skieur, centre de masse du skieur. Le référentiel, comme d'habitude, terrestre, supposé galiléen. Ah, repérage. Ah, tiens, ce repérage, très important, ce repérage. Faites attention, je demande à Enzo. Pour le repérage ici, qu'est-ce que tu me proposes comme système de repérage et où vas-tu placer le repérage ici? Alors, tu as le choix, tu as cartésien, polaire, cylindrique, sphérique. Alors, pour mouvement d'un skieur sur une piste rectiligne. Cartésien, bien ce que j'avais entendu, un repérage cartésien. Très bien, repérage cartésien. Vous partez du point A. La logique voudrait que vous mettiez votre origine du repère cartésien au point A. C'est-à-dire que vous mettez A égale à O. Alors je vais faire le repère cartésien, je vais faire un axe vertical et un axe horizontal. Et je vais mettre A égale à O. L'origine du repère cartésien. Oui, mouvement rectiligne. Repère cartésien. Et surtout, ne faites pas l'erreur de placer votre X ici. Ça, c'est pas X à l'horizontalement. Votre X, c'est toujours selon la ligne de la pente. Toujours votre axe X. Parce que, regardez le mouvement. Le skieur,
vous placez votre axe du mouvement selon l'axe du mouvement. C'est l'axe du mouvement, selon l'axe X. Donc là, on aura EX ici. Et là, vous allez avoir EY. D'accord? Pour Sabrina, on fera un exemple où pareil, c'est du plan incliné, vous le ferez tout seul. Ou là, pareil, pour remplacer votre base cartésienne selon l'axe de la pente. Ok. Ouais. Bon, là, normalement, il y a un angle droit. Je ne vois pas trop, il y a un angle droit. Ça me permet de projeter. Et de projeter ici mes vecteurs, non pas dans le bas scolaire, c'est pas formule simple. Le suivant, il ne fait pas un axe de cercle. D'accord? Il y a un mouvement de translation rectiligne, donc c'est base cartésienne. D'accord? Donc repérage cartésien s'impose, donc un repérage cartésien s'impose, voilà, avec un axe OX, voilà, ici, d'origine, ici, d'origine A. D'accord, l'origine du repère, ici, A étant l'origine du repère cartésien, et l'axe OX selon la pente. D'accord? Voilà. Le bilan des forces, on en a besoin. Ici, bilan des forces, on va le faire ici, parce qu'on aura besoin de calculer le travail des forces, donc il faut connaître les forces en présence. Alors, il va, première force, bon, les plus simples, les réactions normales et tangentielles déjà. D'accord? Je ne pose pas de problème pour les projeter. Donc, réaction normale du support, réaction normale du support, N pour normal, donc perpendiculaire au support. Là, il n'y a aucune ambiguïté. Je vais la projeter ici dans la base ici cartésienne. Il n'y a pas de problème. Allez, je demande à Thomas ici présent. Les réactions de support, quand tu regardes le schéma, tu vois N. Quand tu projettes dans la base cartésienne, c'est selon Y. Ouais, c'est N selon Y. Très bien, il n'y a aucune ambiguïté. Ça fait N selon EY. Ok, très bien. Premier vecteur dans la base cartésienne. Je laisse comme ça. Ensuite, la réaction ici, donc normale du support. Alors, ce qui est intéressant, c'est d'anticiper un peu les calculs qui suivent. La réaction de support est perpendiculaire au mouvement. Ici, elle ne va pas travailler. Il y a quoi appliquer le théorème élastique. Alors, vous pouvez le noter, ça serait bien noté dans le bilan des forces. On peut même noter qu'elle ne travaille pas ici. Elle ne travaille pas ici. D'accord? Parce qu'elle est perpendiculaire ici au mouvement. Perpendiculaire au mouvement IG. Le mouvement est selon l'axe OX. La réaction normale est selon l'axe OY. Perpendiculaire au mouvement, la force de frappe. On le sait, on l'a vu ensemble lundi matin. Bon, bien. Réaction tangentielle du support, réaction tangentielle, elle s'oppose au mouvement et elle modélise les frottements secs. Donc réaction tangentielle du support, voilà, ici. T, alors pareil, réaction tangentielle du support ici. T, alors quand on regarde le schéma, s'oppose au mouvement solène. Vas-y, projette-moi. T, la base carte. Moins T, EX, très bien. Moins T selon EX, pas de souci, c'est bon, hop, j'encadre. Ok. Et là où ça sera toujours compliqué, qu'il y aura un plan incliné, c'est le poids vertical descendant. D'accord? Donc, troisième force, ici. Troisième force. Alors, pareil, force de frottement sec de norme a priori inconnue. Sauf que ici, il y a glissement. Ah, loi de Coulomb relative au glissement, c'est-à-dire que oui, la norme de T est pervenue, sauf que on peut relier la norme de T à la norme de N s'il y a glissement ici. La norme du vecteur T, le TT, est proportionnelle à la norme de N, tel que, rappelez-vous, s'il y a glissement, loi de Coulomb relative au glissement, T égale Fn, T égale FdN. Donc ici, il y a glissement, on peut rajouter dans le bilan des forces ici. On va passer au poids. Ici, il y a glissement, d'accord? Donc on peut rappeler... donc il y a glissement, d'accord, ici, d'accord, donc d'après, ici, la loi de Coulomb, ici, relative au glissement, qu'est-ce que l'on a ici? On a une relation très simple, on sait que T égale Fn, mais F est noté Fd, coefficient de frottement dynamique, T égale Fdn. Il y a qu'on ne connaît pas la norme de T, mais en fait, connaître la norme de T, on revient connaître la norme de N, réaction normale. Ça, il faut l'avoir en tête. Ok, bien. On continue, le poids, je le garde ici, en dernier. Puisqu'il va falloir ici projeter ce vecteur poids dans la base cartésienne. Voilà. Alors, tiens, je vais demander à Luc, ici présent, qu'est-ce que tu fais? Tout d'abord, je ne vais pas demander la réponse, mais qu'est-ce que tu fais pour projeter le poids? Première étape. C'est-à-dire qu'en fait, mon schéma il est incomplet. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Ouais. On va rajouter l'angle. On va rajouter l'angle alpha. Au niveau du poids, parce que projeter le poids, c'est, vous le savez, hein, avoir du cos alpha, du sin alpha. Bon, cet angle alpha, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut le faire apparaître au niveau, à proximité du poids P. Est-ce que tout le monde voit? C'est toujours l'histoire des deux triangles rectangles. Là, par contre, c'est l'histoire des deux triangles rectangles. Je vais projeter la direction de n. Ouais, je vais prolonger. Je prolonge la direction de n. Je prolonge. Ouais. Ok. Est-ce que tout le monde voit? Ça va la configuration de la semaine dernière. Hein. De toute façon, on a fait ça jeudi en plus. Ça va être trop long. Est-ce que tout le monde voit que cet angle alpha que j'ai là, ici, là j'ai un pi sur 2, là j'ai un attention, là j'ai un pi sur 2, là j'ai un pi sur 2 moins alpha. Si j'ai un pi sur 2 moins alpha là, avec un pi sur 2 là, cet angle là vaut alpha. Moi je suis allé très rapidement, mais on l'a déjà fait. Est-ce que tout le monde voit que l'angle alpha, qui est là, hein, entre la piste et l'horizontale, l'angle alpha, je le retrouve une nouvelle fois là. Donc je peux porter attention, c'est l'angle entre cette direction-là et le vecteur, c'est là. L'angle alpha, il est là. Pourquoi? Alpha, pi sur 2 moins alpha. Pi sur 2 moins alpha, ici. Donc pi sur 2 moins alpha ici. Deuxième triangle rectangle, il est là. Là, j'ai un angle droit. Donc forcément, pi sur 2 moins alpha, alpha il est là. C'est sûr. D'accord? Une fois que vous l'avez placé, ah bah voilà. Ça devrait aller. On peut ici projeter le poids directement dans cette base cartésienne. D'accord? Ok? Donc on y va. Le poids P, donc selon EX et selon EY. Donc là, EX est comme ceci. Attention, EY il est vertical ascendant. Donc ça sera l'angle entre le poids et l'axe des X, le poids et l'axe des Y. Donc là, faites attention, il faut bien placer vos angles et bien faire attention de projection. Donc P scalaire, ici EX. Donc on va projeter le poids directement selon l'axe OX et selon l'axe OY. On regarde ensemble, l'axe OX, vous avez placé votre angle alpha. Donc l'angle entre le vecteur poids, ici, P, et le vecteur unitaire EX. Le vecteur unitaire EX, il est ici. Alors, si ça peut vous aider, ce vecteur unitaire EX, vous pouvez le replacer. Donc j'ai retiré le point G, vous pouvez le replacer ici. Ouais, je replace la direction de X. Ça, c'est EX. Donc pour projeter le poids selon l'axe OX, ou selon EX, je cherche l'angle entre ça et ça. Bah là, si je fais ça, j'ai un angle droit. Donc là, j'ai un angle de pi sur 2 moins alpha. Donc quand je projette le poids selon l'axe OX de cette pente, j'aurai mg cos, je vais noter ça fait mg cos alpha moins pi sur 2. D'accord? Donc j'aurai mg cos, attention, alpha moins pi sur 2 selon x. Attention, là, il faut le voir, c'est pas la même chose que le pendule simple. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a fait précédemment. Là, je prends le temps. Donc je serai vous. À moins que vous le voyez directement. Vous voyez que le point, entre guillemets, il faut le rabattre ici directement selon l'axe OX. Donc ça, selon l'axe OX, on a comme ceci directement. On aura ici directement le cos alpha moins pi sur 2. Alors, ça donne quoi ça? Le cos alpha moins pi sur 2, c'est l'angle que vaut cet angle ici. Pi sur 2 moins alpha, c'est pas alpha, mais ça fait pi sur 2 moins alpha. D'accord? C'est pi sur 2 moins alpha. Je note l'inverse, attention. C'est cos pi sur 2 moins alpha. D'accord? Voilà, j'écris l'inverse de ce que je dis. L'angle, ici, attention, c'est l'angle ici. Hein. Là, cet angle entre le vecteur poids et x, c'est l'angle pi sur 2 auquel je retranche moins alpha. Pi sur 2 moins alpha. Ok? Bien. Attention, hein. Plus la projection du poids, donc mg, cos, pareil, selon EY. Alors, selon EY, pareil, je regarde. Le poids, il est ici. Alors, EY, bah, il est comme ceci, il est sur la direction de n. Donc, EY, il est là aussi. D'accord? Voilà. Donc là, je cherche l'angle, ici, entre voilà, ce vecteur poids et le vecteur unitaire x, donc qui est ici. Donc là, finalement, c'est tout cet angle-là, l'angle plat, pi, auquel je retranche alpha. C'est bon tout le monde? Donc attention. Hein. Ici, c'est l'angle total, pi, auquel je retranche alpha, donc ça fera pi moins alpha. Ça va? Donc pi moins alpha. Voilà. Donc là, pareil, prendre le temps, ici directement, de revoir ceci. Alors, cos pi sur 2 moins alpha. Alors, cos pi sur 2 moins alpha, ça fait combien ça déjà? Ouais, sinus alpha. Ouais, j'ai entendu du sinus alpha. Donc, soit, ici, très bien, P égale mg sinus alpha. Sinus alpha selon x. Ok? Alors, à moyen de vérifier, je vais me chercher un point rectangle.
ici directement. Là, 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 là. Et quand je fais sinus alpha, regardez, je suis selon l'axe des x croissants. D'accord, je suis dans cette direction-là. Donc quand je projette le poids directement sur l'axe OX, j'ai bien du plus sinus alpha, dans ce triangle rectangulaire. D'accord. Maintenant, on aura du mg cos à pi moins alpha. Donc cos alpha, cos pi moins alpha, je prends directement ici. Ça fait combien ça? Ouais, moins cos alpha. Donc moins mg cos alpha, moins mg cos alpha selon y. Donc là, pareil dans son rectangle, alors c'est un peu moins évident. En fait, il faut rabattre la flèche du poids selon l'axe OY, ça c'est du cos alpha dans ce triangle-là. Mais si je projette le poids selon cet axe Y dans ce triangle rectangle-là, le poids est de sens opposé à Y. Donc pour ça, je suis du moins cos alpha. D'accord. Bah, ça c'est déjà bien. Voilà, enfin déjà bien, l'étape la plus complexe ici est passée. Attention ici, pas de PFD, théorème de l'énergie cinétique. Donc on va ici l'énoncer, théorème de l'énergie cinétique. Il est là. Donc utilisation du théorème de l'énergie cinétique. Voilà, théorème de l'énergie cinétique. Alors pareil pour le rendre concret, et on fera un bilan. Le but, on le voit, hein, le théorème cinétique permet de calculer la vitesse en un point, la trajectoire ici ou la vitesse au point B. Donc ça sera delta EC, donc delta EC de L dans R, égale la somme des travaux, somme des travaux des forces extérieures. Alors ici il n'y a pas de M à M2, non c'est AB, entre deux points A et B. Alors ouais c'est pas M, c'est G, c'est vrai, c'est G. On n'a pas pris M, on a pris le point G. Donc petite différence, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'après je retransforme en ECB moins ECA. Donc énergie cinétique au point B. Ah ouais, alors quand j'écris ECB, c'est l'énergie cinétique du skieur au point B. Moins l'énergie cinétique initiale, donc l'énergie cinétique du skieur au point A. Égale les travaux de toutes les forces. Donc le travail entre A et B du poids dans R, plus le travail entre A et B de la réaction normale, plus le travail entre A et B de la réaction tangentielle. Voilà, somme des travaux des forces. Ouais, donc ça c'est mon équation support, équation ici voilà, de base. Ici, donc notre équation 1. Mais déjà dans cette équation 1, pour les énoncer, le skieur part avec une vitesse initiale qui est nulle. Donc ECA égale à 0. Ça c'est l'énoncé que nous suggère, voilà, une vitesse initiale nulle en A. Bon. Alors vous l'avez compris, on cherche la vitesse au point B. Où est l'inconnu? Une équation inconnue, elle est là. La vitesse au point B, elle est dans ECB, 1,5 de VB carré. Ce qu'il faut, c'est calculer ces travaux des forces. Les travaux des trois forces ici à calculer. Calcul du travail du poids. D'accord, on va commencer ici. Donc on va faire 3 calculs séparés. D'accord, on va prendre le temps de les faire. Ne pas faire les 3 calculs sur la même ligne, ça va être ici. Donc on calcule ici ensemble travail du poids. Donc le travail du poids entre A et B. Alors attention, tout à l'heure on a calculé les puissances des forces, puissance du poids. La puissance du poids c'est la force scalaire B. Là ça n'a plus rien à voir. Là c'est le travail du poids, pas rien à voir. C'est lié. Là il faut calculer l'intégrale, rappelez-vous. Vous devez calculer l'intégrale entre A et B. Rappelez-vous du produit scalaire P scalaire B de M. P scalaire B de M. Alors on ne l'a pas rappelé, c'est vrai. Le vecteur de placement élémentaire. Bon. Alors ici, tout de suite, donner la forme finale. Compte tenu du mouvement, le skieur, s'il se déplace d'une quantité élémentaire entre deux instants infiniment proches, le skieur il va se déplacer sur uniquement un axe. Oh, il n'y a pas de bosse. C'est pas une piste à bosse. D'accord, il n'y a pas de bosse ici. D'accord, s'il vous plaît. On peut faire un sujet, mais ce sera beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas de bosse ici, donc mouvement rectiligne selon l'axe OX, donc un déplacement élémentaire uniquement selon l'axe OX. Donc là, notez directement d de m égale dx. D'accord. On a un mouvement unidimensionnel. Ici, mouvement unidimensionnel selon OX du skieur. Pas de bosse, hein. Pas de piste à bosse. Bon, reste tranquille, sage, reste sage. Une fois qu'on a ça, on calcule, rappelez-vous d'abord le produit scalaire sur l'intégrale. Donc ça fait l'intégrale entre A et B. Alors attention, il faut bien avoir projeté ça. On va pas s'être replanté dans la projection du poids. Mg sin alpha EX moins Mg cos alpha EY moins Mg cos alpha EY scalaire. Scalaire dx selon x.
Alors vous voyez une nouvelle fois, base cartésienne orthonormée, EX scalaire EX, ça fait 1, EX scalaire EY, ça fait 0. Il ne reste qu'un seul terme, ici, donc directement, on ira ici au calcul, donc ça fait l'intégrale entre A et B, donc il ne restera que le premier terme, en mg sin alpha fois dx, voilà, mg sin alpha dx, donc là en fait on intègre, vous voyez on intègre par rapport à l'abscisse cartésienne x, on intègre par rapport à x. Donc on intègre par rapport à x entre deux points A et B. Ah, tout le reste est constant. Ah, on va vérifier que tout le reste est constant, on va le sortir de l'intégrale. Donc ça fait mg sin alpha, et on intègre le dx entre A et B. Ouais. Alors là, on va voir si vous avez compris ce que représente un déplacement élémentaire. Là, c'est-à-dire qu'on somme tous les déplacements élémentaires selon x de A à B. On somme tous ces déplacements élémentaires de A à B, ça donne quoi? Ça donne la longueur de piste AB. Très bien. Donc là, ça fait, vous voyez tout ça, voilà, sauf le alpha. Donc l'intégrale, que l'intégrale, ça c'est la longueur de piste AB. Donc je multiplie, voilà, donc conclusion, le travail du poids entre les points A et B égale mg sin alpha fois AB. Ah, tout ça c'est positif. Ouais, on a un travail moteur du poids, parce qu'une piste, ici, si on descend la piste, on a un travail moteur du poids. Le poids est une force motrice. Travail moteur du poids. Ok, bien. Voilà. Premier calcul, il en reste deux. Il y en a un qui va très vite. C'est réaction normale du support. Ouais, elle ne travaille pas. Ça fait 0. On peut le faire direct. Donc le travail, ici, la réaction normale du support, directement, par rapport au référentiel R, c'est l'intégrale entre A et B. Réaction normale N selon EY, fois le déplacement élémentaire, dx selon x. Voilà, ça fait EY scalaire EX. Ça fera 0. On trouve le fait que la réaction normale ne travaille pas. La réaction normale du support, ici, ne travaille pas. Ok. Bon. Et dernier point technique, puisqu'après l'exo il est fini, je veux dire. Voilà. Donc, le premier point technique, c'était projeter le poids. Deuxième point technique, calcul du travail du poids. Travail du poids moteur, mg sin alpha AB. On fait uniquement le produit de termes positifs qu'on peut. Toujours un œil sur ça. Là, on va pas forcément. Moi, j'ai vérifié l'homogénéité. En fonction homogène, il y a une énergie. Déjà, en joule, les joules. Vous pensez à vérifier le signe. Un travail positif, la force est motrice. Travail négatif, la force est résistante. Travail nul, la force ne travaille pas. Vous avez tout ici. Travail de la réaction normale. Donc la réaction normale est perpendiculaire au mouvement. Produit scalaire nul, pas de souci. Attention, travail de la réaction tangentielle. Donc là, je peux effacer tout ça. Ouais. Donc le travail de la réaction tangentielle du support. Donc troisième et dernier calcul. Donc le travail entre A et B de la réaction tangentielle du support. Donc l'intégrale entre A et B de T scalaire des 2M. Ouais. Sauf que là, on n'a pas directement la norme ici de T. Aïe. Alors, ici vous devez vous arrêter. Attention, attention. Donc, je vous attends. Attention, vous devez ici réfléchir à donner finalement la norme. Parce que si on n'a pas la norme, on ne peut pas calculer. Si on ne peut pas calculer, on a fini. On n'aura pas la solution de l'équation numéro 1. Alors, qu'est-ce que l'on sait? On n'avait pas entamé dans le bilan des forces le fait comme il y a glissement, T égale Fn. Donc déjà, on peut dire que T, ici, égale Fdn. Ça, c'est le loi de Coulomb. Le loi de Coulomb relative au glissement. On l'a noté dans le bilan des forces. S'il y a glissement, c'est comme les boîtes de frais. La boîte de frais est sur la parabole inclinée. C'est-à-dire que voilà, la réaction tangentielle, ici, est égale à Fd fois la réaction normale. Bien. Maintenant, vous l'avez compris. Si j'ai N, j'ai T. Si j'ai T, j'ai le travail. On remonte la chaîne. C'est bête. Si j'ai N, j'ai T. Si j'ai T, j'ai le travail. Terminé. On joue. Bon. Maintenant, comment j'ai N? Alors là, ouais, c'est là le point. Troisième point technique. Comment avoir N? Réaction normale du support. Pareil, si à distance vous avez une idée, n'hésitez pas à m'interpeller. Comment avoir les réactions normales? Enfin, comment avoir la norme des réactions normales du support? Parce que là, après, on est bloqué.
il nous faut t, la norme de t, mais la norme de t, c'est à partir de la norme de n. Il faut obtenir la norme de réaction normale. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de l'obtenir? Louis? Le poids égal à réaction normale qui sera Ouais. Ce que lui nous suggère en fait, c'est de faire une projection du PFD selon l'axe OY. C'est-à-dire que selon l'axe OY, on va dire somme des forces égale MA. Sauf que selon Y, il n'y a pas de bosse. On saute pas, il n'y a pas de saut. Il n'y a pas d'accélération selon Y. On va dire que la somme des forces égale à 0 selon Y. C'est-à-dire qu'on va faire une projection, attention, du PFD selon l'axe OY. Et cette projection du PFD selon Y va nous donner la norme ici de la réaction normale. En effet, vous allez avoir M, vous allez avoir 0, parce que ici vous allez avoir Y point, ça c'est Y point point, donc ça c'est MY point point. MY point point égale à 0, il n'y a pas de bosse, d'accord? On ne saute pas. Et on va projeter toutes les forces selon l'axe Y. Alors qu'est-ce qu'il y a selon l'axe Y? Il y a N, ça tombe bien, N est porté par l'axe Y, donc ça fait N. Par contre, alors attention, T n'est pas de composante, hein, selon l'axe Y. Hein. Ok, par contre, 2 poids. Ouais, toujours le poids, ce poids-là. Selon l'axe Y, il faut là reprendre. Selon le poids, on avait du moins mg cos alpha. Donc là, attention, moins mg cos alpha. Donc vous projetez les forces selon l'axe Y, il y en a deux, la réaction normale, et le poids également une composante selon l'axe Y. Donc là, vous allez avoir n égale mg cos alpha. Ben, une fois que vous avez n, vous avez t, d'où, n'oublie pas, moi je l'écris sous forme vectorielle, je mets un vecteur sur t, je vais mettre la norme, donc ça fera fd fois tout ça, donc quotient de frottement, fd, mg cos alpha. Ouais, mais attention, la force de frottement s'oppose au mouvement. Donc là, je n'oublie pas de mettre un moins, je l'entoure ce moins EX. Voilà. Donc on a ça, et surtout on a le travail de la relation tangentielle qui sera égal entre A et B. A moins FD mg cos alpha EX. Ouais, repassez sous forme vectorielle. Parce que vous avez un produit scalaire entre deux vecteurs sous l'intégrale. Il faut calculer le produit scalaire sous l'intégrale. Scalaire dx selon x. Et ça tombe bien. EX scalaire EX, ça fait 1. On sort tout ce qui est constant. Ça fait moins FD mg cos alpha. Et pareil, je me retrouve avec l'intégrale entre A et B d'un dx. Donc ça revient à sommer tous les déplacements élémentaires selon l'axe OX, qui vous donne la longueur totale de piste. Donc moins FD mg cos alpha fois AB. Et là, tout ça c'est négatif. Est-ce cohérent? Ouais. Ici, on avait un travail résistant. Force de frottement, on aura un travail qui sera qualifié de résistant. Voilà. Et là, on a les trois termes du membre de droite. On a les travaux des trois forces. On réécrit l'équation 1 et on a la vitesse du ski euro point B. D'accord? Donc, on réécrit l'équation 1. On va tout effacer. Ici, donc, on réécrit ici l'équation 1 pour extraire l'information sur la vitesse du ski euro point B. Donc, c'est ECB moins ECA. ECB, ça fait 1,5 de M VV carré. Le travail, donc j'ai le travail de la force de frottement sec, moins FD, mg cos alpha AB. Le travail de la réaction normale est nul. Le travail du poids, je l'ai pris en tête, je le reprends ici en mg sin alpha AB. J'ai vérifié, ouais. Donc plus mg sinus alpha AB. Ouais, là il faut reprendre. Bon, d'accord. Ici, tous les termes. On simplifie par m, les demandes de l'équation. Voilà. Ici, donc on aura directement VB. Je mettrai la racine carrée après. Donc j'aurai un, je peux mettre ici un GG, GGAB, GGAB. Donc on aura 2 GAB. Donc dans le facteur ici, GAB, 2 GAB, très bien. Cos alpha, sin alpha, je le laisse tel quel, d'accord. Et on aura ici, donc sous la racine, tac, tac. Donc GAB, ici, on aura ici un sin alpha. Donc il restera un sinus alpha. Donc je mets G en B un facteur. Le M simplifié, il restera sin alpha moins quotient de frottement dynamique, FD, fois cos alpha. Je ferme la parenthèse, je mets la racine, j'ai multiplié par 2 le nombre de droite, et je simplifie par 1.
Voilà. Avec ça, positif. Le signe alpha sera supérieur à FD cos alpha, FD compris entre 0 et 1. D'accord? Cos alpha fois dynamique contre 1, donc ça c'est bien positif. Et ça c'est la vitesse du skieur en un point B. D'accord? Bilan. 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 À quoi sert le théorème de l'énergie cinétique? Ben, il permet de déterminer la vitesse en un point de la trajectoire. Voilà, on vient de le voir. Le théorème de l'énergie cinétique permet de déterminer la vitesse en un point. Voilà. Permet de déterminer ici la vitesse en un point de la trajectoire. Vitesse avec un i, voilà, en un point. Voilà. De la trajectoire. Ici, on en bout de piste. Voilà. Voilà pour ce matin, deux aspects importants de l'énergie du point matériel, deux théorèmes, puissance cinétique et énergie cinétique. D'accord?